Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Projet d'innovation et de transformation numérique. J'ai quelques messages pour vous, on a une quarantaine de minutes ensemble aujourd'hui. En cas de problème technique, ça a été indiqué un peu plus haut dans le chat. Communiquer avec Samuel Simpson là, dans le chat justement, qui est dans le chat privé, qui va pouvoir vous aider si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, le son ou quelque chose. Donc, comme je disais, une quarantaine de minutes, puis on va se garder du temps quand même pas mal à la fin. J'aimerais garder un 15 minutes, voire 20, là, si on étire jusqu'à 13 heures pour des questions. Donc, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Et dernière chose, vous recevrez demain, enfin fin de journée aujourd'hui ou demain matin, des liens vers la chaîne YouTube de Technologia, mais aussi un lien SlideShare pour tout ce qui est pour l'enregistrement vidéo du webinaire et pour la présentation. Donc, savoir si vous voulez les slides, vous les aurez, c'est promis. Donc, on a 40 minutes pour un sujet assez vaste, en fait. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous allez voir, j'ai donné une tournure. Puis on va commencer par un petit sondage, si vous voulez bien. Ce webinaire a un timing plutôt parfait en plus parce que pendant que vous allez répondre au sondage, je vais vous parler d'un article de journal qui est paru hier. La question que je vous pose, c'est avez-vous amorcé votre transformation numérique? Donc, dans votre entreprise, vos organisations. Vous pouvez répondre en ligne, s'il vous plaît. On va voir les résultats avancés. Il y a un article d'hier, donc, de Olivier Schmucker, quand même, nos journalistes très connus au Québec, Journal des Affaires, qui a sorti un article que j'ai trouvé alarmant, mais qui est malheureusement pas une surprise pour moi, où l'article s'intitule, en fait, 2 PME sur 3 tournent le dos à l'innovation. Donc, timing parfait de ce webinaire ce midi. Les raisons qui sont mentionnées, je vous invite à lire l'article, bien sûr, c'est que 64% des PME disent qu'elles n'ont aucun besoin particulier d'innover. Quand même hyper inquiétant. Et un 11%, il y a d'autres raisons plus bas là, qui complètent le 100%, là, mais il y a un 11% qui disent qu'elles n'ont pas le temps, tout simplement. Donc, dans un monde où tout va plus vite, toujours plus vite, en termes de technologie, intégration des technologies, transformation de nos entreprises, des modèles d'affaires, de tout ça, je vous avoue que le Québec, faut se réveiller. En fait. Nos entreprises, nos entrepreneurs n'ont plus le choix, aucunement le choix. Et on va en parler aujourd'hui. Donc, le résultat du sondage est quand même rassurant. C'est génial. Si vous êtes 65% d'entre vous ont amorcé votre transformation numérique. C'est contradictoire avec l'article, donc c'est une très, très bonne nouvelle. Je vais tenter de vous donner quelques pistes pour la suite, vous dire si vous l'avez bien amorcé. Avant tout, peut-être pour me présenter, je suis donc Hugues Fols, vice-président exécutif chez Vuban. On se trouve à faire justement exactement ça. On accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et également formateur en intelligence artificielle chez Technologia. Donc, je me trouve à donner de la formation chez Technologia pour, encore une fois, aider les entreprises à progresser plus vite. Sans plus attendre, on se lance. Vous allez voir, le flow de slides est assez soutenu. On a, je dirais, encore une fois, 40 minutes et ça va aller vite. La première slide en dit long, puis c'est des articles de journaux qui disent à peu près tous la même chose et qui collent à une des raisons que Olivier Schmucker a mis dans son article, c'est qu'ils n'ont pas de ressources pour faire de l'innovation. Donc ça, c'est aussi un élément qui était mentionné. De ne pas avoir de ressources, c'est une chose, mais avoir peur de perdre ses ressources, c'est aussi beaucoup ce qu'on entend. Donc, il y a plein d'articles qui disent que l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies vont voler des jobs. En fait, il faut arrêter de dire ça, première chose. Euh, on a une problématique de main-d'œuvre au Québec, donc de recrutement et de rareté de main-d'œuvre. On a un taux de chômage, on a le taux de chômage le plus élevé au pays. Et quand on va en région, c'est tout simplement catastrophique. Donc, le taux de chômage, il est en hausse de 2,3%, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Donc, ça manque de main-d'œuvre. Pour moi, c'est un faux débat de dire on n'a pas le temps d'innover ou il ne faut pas innover puisqu'on met tous nos efforts à recruter. En fait, innovons plus et assurons-nous de commencer à transformer notre main-d'œuvre qui aujourd'hui fait des tâches répétitives, mais qui demain n'auront plus, en fait, cette main-d'œuvre-là ne fera plus clairement ces tâches-là qui sont justement très répétitives. Parce que dans un principe d'innovation, transformation digitale et d'automatisation, bien sûr,
on veut abolir ces tâches-là autant que possible. Donc, la fameuse crainte de la perte d'emploi, pour moi, c'est un faux débat, encore une fois. Il faut voir qu'on a besoin de ces employés-là qui verront leur emploi transformé, oui, mais clairement qui ne perdront pas leur emploi. Et ça, c'est le job des entreprises aussi, de commencer cette transformation-là, cet accompagnement-là de leurs employés vers leur emploi de demain, qui ne sera plus d'une tâche répétitive, manuelle dans bien des cas en plus. Innovation ou invention, puis vous allez voir, je fais un petit flow un petit peu différent d'un webinaire classique que je donne, mais l'innovation ou l'invention, c'est souvent ça qui est important aussi de différencier. Une définition d'innovation, puis sans vous la lire, mais c'est la matérialisation d'une idée qui peut être aussi, je dirais, très fortement inspirée de quelque chose d'existant. Donc, on n'est pas obligé d'inventer tout le temps tout. Et ça, c'est aussi le nerf de la guerre, c'est de considérer que les technologies sont matures et qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles solutions à notre disposition. Il faut les appliquer de la bonne façon, puis on va en parler tout à l'heure. Il faut les mettre en place dans nos organisations de la bonne façon et les choisir judicieusement. Ça, oui. Mais on n'a pas toujours besoin de tout inventer. Des fois, la transformation digitale d'une entreprise, ça passe en fait généralement par l'application de technologies matures et existantes. Et ça nous permet, encore une fois, d'avancer super rapidement. L'invention provient de l'imagination pure et simple de quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, la différence, elle est majeure. Et on a vu beaucoup de projets d'innovation qui sont des transformations numériques. Moi, je suis un fan fini de vélo de montagne, puis je ne peux pas faire autrement que mettre un vélo de montagne. Et également, je ne suis pas un surfeur, mais un windsurfer, mais on voit arriver, ça fait quand même quelques années, mais vous voyez des conversions je dirais, de technologies existantes qui sont tout simplement optimisées. Et on peut même faire référence donc à des technologies qui vont aussi dépolluer nos océans, qui est un problème majeur. Donc, on a des belles inventions comme celle-là, dans certains cas. Donc, le bridge, tant qu'à moi, entre l'existant et la bonne invention, des fois, la différence et la distinction est toute mince. Par contre, quand on regarde dans les dernières sorties, en fait, en impression 3D, on entend beaucoup parler de l'impression 3D machine, enfin, d'outils ou de pièces. Maintenant, on imprime des organes en 3D. Donc, c'est un article qui est sorti en Israël. Ils ont, en avril dernier, démontré qu'ils étaient capables d'imprimer des organes en 3D, ce qui est quand même pas pire en termes d'innovation techno. Ceux qui ont écouté d'ailleurs Découverte dimanche dernier, vous aurez sûrement attrapé. Normalement, j'en parle un peu dans mes slides, mais CRISPR, qui est une technologie qui existe déjà depuis quelques années, Découverte a fait un super une belle émission sur ça, un bon reportage, pardon, et c'est une technologie où on altère l'ADN humain. Donc, on est capable d'altérer positivement, donc on est capable de remplacer un bout d'ADN humain. Donc, quand on se demande est-ce que ça va vite, est-ce qu'on est rendu loin, et est-ce que les technologies sont prêtes, moi, je pense que c'est encore une drôle de question aujourd'hui. Euh, Même que dans The Telegraph, l'année dernière, ils ont sorti, pour ceux qui sont du monde de la formation, qui sont connectés, The Telegraph a sorti qu'on est à quelques années d'être capable d'induire une connaissance dans le cerveau humain. Combien d'années? Je laisse la question technologique qui est spécialisée en formation en plus pour se poser cette question-là. Mais le jour où on va avaler une connaissance comme on avale une pilule, on est peut-être à 10 ans, 15 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais clairement, c'est quelque chose qui va être possible un jour. Et en fait, le tollé que ça a créé dans la communauté scientifique, quand The Telegraph a sorti ça, c'est que l'université qui a été non seulement citée, c'est une chose, mais il y a une dizaine d'universités derrière qui ont dit, by the way, nous aussi, on travaille là-dessus depuis 15-20 ans. Donc, il y a clairement une découverte qui va être faite et formulée comme étant officielle bientôt. Innovation ou invention, donc les définitions, pour moi, une invention, ou plutôt une innovation, c'est de repenser nos façons de faire. Donc, challenger le statu quo et s'assurer de demeurer concurrentiel dans un monde d'affaires qui bouge toujours plus vite. Donc, innover, c'est quelque chose qu'on doit faire continuellement. Pour moi, l'innovation, c'est tout l'inverse de dire on va faire un chunk, puis souvent on arrive en entreprise. Chez nous, on se fait appeler pour des transformations digitales où les systèmes informatiques sont archaïques, puis on se faisait crime, ça n'a plus de bon sens. On n'arrive plus à avoir l'information pour notre production dans le manufacturier où il faut innover parce que dans le marché, les concurrents de nos clients utilisent de l'intelligence artificielle pour aller plus vite,
pour remplacer des jobs où avant c'était du papier, etc., etc., etc. Alors, ces entreprises-là sont dans une posture où ils ont, ils ont souvent une dette technologique monumentale à assumer, à rattraper. Et en plus, ils voient malheureusement, ils font la même erreur une autre fois, c'est qu'ils voient cette innovation-là comme un chunk, un gros projet qui va coûter très cher, puis qui, une fois qu'il va être fait, va être un relief, puis va dire, ben là, c'est fait, on a un autre 5 ans, 10 ans, peu importe, où on n'aura pas besoin de remettre d'argent ou de se réinvestir. Et en fait, c'est tout le contraire. L'innovation, il faut le voir comme un processus continu. Exactement comme dans le domaine de la formation, il y a la loi du 1% où on investit 1% en formation, on force les entreprises à investir 1% en formation à chaque année. Il y a une raison à ça. Et en innovation, tant qu'à moi, il devrait exister un truc similaire à ça. On va en parler à notre ministre Fitzgibbon, ça peut être une idée, mais si chaque entreprise investissait un pourcentage de son chiffre d'affaires en innovation technologique ou en innovation tout court à chaque année, plutôt que de faire des blitz pour rattraper le temps perdu, on aurait des entreprises beaucoup plus à jour aujourd'hui et on n'aurait pas ce retard-là connu au Québec et au Canada tant qu'à moi. Donc, il faut voir ça sur la long run, il faut voir l'innovation comme un processus continu et investir, non seulement pour des questions monétaires, mais aussi pour une question de trouver la bonne vitesse, le bon anglicisme, le bon pace qu'on veut utiliser pour notre entreprise. Pourquoi? Parce que nos employés, notre organisation a une capacité à absorber cette innovation-là, cette transformation digitale-là, qui est propre à chaque entreprise. Donc, de vouloir faire un grand coup et un blitz qui va durer un an ou deux, ça ne peut pas être autrement qu'une mauvaise décision. Puis clairement, là, la gestion de changement qui de toute façon est essentielle dans un processus comme ça, dans un processus d'innovation, devient juste ingérable. Donc, on est en train de mettre en place, quand on fait ça, presque la recette pour que ça fonctionne. Donc, d'y aller plus doucement, progressivement et encore une fois en continu, c'est une des clés. Pas la seule, mais une des clés. Ben, l'invention, pour finir, c'est simplement la création d'une solution à une problématique bien précise, qui se veut une première en soi, puis l'intelligence artificielle fait souvent, aujourd'hui, office de moteur de beaucoup de belles inventions. On travaille sur des projets complètement faillis. On a la chance, justement, chez Mouban, d'avoir cette spécialité-là, d'avoir une équipe en intelligence artificielle où on développe des algorithmes qui permettent de faire des choses qui avant étaient complètement impensables et d'automatiser le tout. C'est ça la clé aussi. Donc, la distinction est importante et l'innovation, nos entreprises doivent d'abord penser, avant de penser à l'intelligence artificielle, choisissez votre buzzword, c'est l'autre truc, là, Industrie 4.0, Advanced Manufacturing, intelligence artificielle, blockchain. Blockchain est un buzzword comme qui était. En fait, c'était blockchain, là, c'est AI. Vous savez, la techno n'a pas tant d'importance que ça. Trouvez surtout le problème, puis il y a une démarche très simple. Trouvez le problème que vous voulez résoudre, l'optimisation et je dirais, l'optimisation que vous souhaitez avec l'objectif d'affaires. Il faut commencer avec des petits projets. Il y a quelques clés qui se retrouveront à la toute fin. Il y a un livre blanc qu'on vous donne accès, en fait, qu'on vous met en téléchargement, qui résume tout ce que je viens de vous dire à vitesse grand V parce que je sais que je parle vite. Donc, n'essayez pas de prendre tout ça en note. Vous allez l'avoir dans un livre blanc qui va vous détailler le tout. Mais ces quelques grandes étapes-là vous assurent au moins de faire le choix des bons premiers projets et d'avoir un plan de transformation digitale qui fait du sens. Un des aspects, puis on en parle, je vais en parler quelques minutes aujourd'hui, encore une fois au niveau de la main-d'œuvre. Donc, les leaders qui doivent former la main-d'œuvre de demain sont confrontés au double défi de générer et de gérer de la croissance et de préparer l'entreprise aux nouvelles opportunités, souvent méconnues que l'avenir apportera. En fait, ça dit quoi? Ça dit qu'on a toujours des entreprises qui sont en croissance. Donc, la problématique de pénurie de main-d'œuvre, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est un peu faussée et c'est une question vraiment de mauvaise perception. Par contre, si on utilise ces ressources-là pour gérer notre croissance, que nos entreprises, notre économie va bien, nos entreprises vont bien pour l'instant, et ils ont de la croissance à gérer qu'ils n'arrivent même pas à gérer. Donc, ce qu'on lit dans les journaux, c'est quand même fou, c'est que nos entreprises refusent des contrats. Alors, c'est là où moi, ça ne fait plus de sens. Il faut clairement que nos entreprises soient capables d'absorber cette croissance-là, de gérer cette croissance-là, et de se projeter en avant avec des innovations technologiques qui vont leur permettre d'aller toujours plus vite. Donc, c'est clair que le défi est de taille, donc nos leaders sont challengés, on en accompagne plusieurs, puis tout ça, c'est leur quotidien. Maintenant, je dirais qu'ils n'ont pas le choix.
à l'échelle de la planète, c'est ce qui est en train de se passer. On a pris un certain retard, puis aujourd'hui, on court un peu, malheureusement, après ce retard-là, ou pour rattraper ce retard-là. Mais voir plus loin, puis se projeter, puis avoir un plan de transformation digitale, c'est essentiel pour nos leaders. Nos employés d'aujourd'hui, ça c'est l'autre bout, le fun, c'est que je suis au passage de la quarantaine, donc je suis encore jeune, mais on a quand même une génération de millennials qui s'en vient. Nous, on en a quelques-uns chez nous. Vous en avez sûrement dans vos organisations. On se trouve à avoir des boomers qui sont toujours en poste et bien en selle, puis très compétents. On a les X, dont je suis, on a les millennials qui arrivent, puis on a la prochaine génération qui s'en vient dans peu de temps. Ce blend-là de génération amène une quantité de défis assez importants et assez impressionnants dans les entreprises qui veulent innover, qui veulent rentrer des nouvelles technologies. Puis je ne rentrerai pas aujourd'hui dans le débat de quelle génération est la plus facile à gérer. En fait, pour moi, il n'y en a aucune. C'est pas compliqué. Chaque génération a ses résistances au changement et aux nouvelles technologies. Les millennials en ont peut-être trop dans les mains des technologies déjà. Et les boomers demandent plus de démonstration souvent que la technologie va avoir un vrai gain ou un apport réel dans la business. Mais c'est super important de bien voir comment on peut amener chacune des générations à être un joueur clé dans votre équation de transformation digitale. Pourquoi? Parce que votre porteur de ballon, souvent, peut être un millénial qui, lui, croit dur comme fer, déjà en entrant dans l'entreprise que les technologies vont révolutionner votre business. Donc, si c'est lui qui est le porteur du message, puis que vous avez un boomer qui y croit aussi, vous avez peut-être le duo parfait. Donc, d'assembler les équipes et d'avoir des leaders d'opinion forts, comme dans bien des projets ou dans la majorité des projets qui fonctionnent bien, c'est un peu ça la clé. Donc, de faire travailler la totalité de vos générations ensemble et de créer des équipes qui sont multigénérationnelles, multifonctionnelles, donc d'avoir des différentes fonctions autour de la table. Dans des équipes, nous, les entreprises qui réussissent le mieux leur transformation digitale vont avoir autour de la table justement tous les départements ou à peu près représentés. Comme ça, on s'assure d'avoir l'input de chaque département. Donc, on veut les HR, on veut les finances. Clairement, les finances ont un rôle hyper important à jouer. On les oublie trop souvent. On pense qu'ils sont juste là pour gérer les chiffres à la sortie, alors qu'ils sont habitués de jongler avec des chiffres, jongler avec des données, donc, forcément. Et ils peuvent être de très, très, très bons porteurs de balles. Également, comme les nouvelles générations qui arrivent. Un graphique que je vous invite à chercher sur Internet, qui est super facile à trouver. Vous tapez Bloomberg, donc de la firme Bloomberg, et vous tapez Job Lost ou Job Killed, comme vous voulez, vous allez arriver dessus, c'est sûr. Et vous cherchez dans Images, dans Google, vous allez voir le graphique, et vous pourrez trouver cette étude, qui est une étude très parlante et très intéressante. Ce que Bloomberg a fait, c'est une étude à l'échelle des États-Unis où ils ont voulu identifier quels étaient les emplois qui étaient les plus à risque. Ce que vous avez là-dessus, c'est sur l'échelle du bas, de 10, ça fait de 0 à 100 %, c'est les emplois qui sont, soit qui disparaîtront, soit qui seront drastiquement transformés. C'est comme ça qu'ils décrivent dans l'étude. Et vous avez les couleurs des bulles qui représentent le niveau d'éducation des gens, des différents métiers qui ont été analysés. Donc, de bleu foncé, vous avez des études de doctorat jusqu'à vert pâle, donc une maîtrise, un bac, jusqu'à orange jaune, qui sont des études postsecondaires, et rouge, aucune étude formelle. Vous avez sur l'axe des Y, à droite, les salaires. Donc, on voit très bien en bas, complètement à droite, que les jobs peu rémunérés, avec peu ou pas d'études du tout, seront des emplois et sont des emplois qui seront clairement très fortement transformés et ou qui disparaîtront. On parle bien sûr ici des jobs et des emplois qui sont principalement des jobs manuels, des emplois où on va faire des tâches. Donc, vous avez caissière, caissier, ou vous avez des waiters, mais quand vous creusez des bulles, vous pouvez aller mettre votre curseur, votre souris sur chacune des bulles pour voir quel métier est représenté, parce que chaque bulle s'affiche. Vous pouvez même faire une recherche si jamais vous voulez savoir si votre métier est à risque. Vraiment intéressant. Et au-delà de ça, si on le prend de façon un peu plus macro,
Le constat est clair, c'est un horizon temporel de 15 ans, soit dit en passant. Donc, le constat est clair qu'on parle de centaines de millions de jobs qui vont être impactés par ce qui est en train de se dérouler à l'échelle planétaire en termes de transformation de nos entreprises et de transformation du contexte d'affaires. Maintenant, pourquoi on continue de faire un peu du déni par rapport à ça? Je vous donnerai quelques pistes de réponses qui sont mes réponses à la fin. Mais il faut rapidement arrêter et se sortir de ce déni-là parce qu'on est en train de se faire rattraper. On est déjà en retard et on continue de prendre du retard. Donc, des concurrents de vos organisations à l'étranger, eux, ils ont accéléré depuis des années, mais continuent de peser sur l'accélérateur, d'appuyer sur l'accélérateur pour se transformer, digitaliser le maximum de processus et se distancer, bien évidemment, de cette dépendance à je ne veux pas dire à la main-d'œuvre, parce qu'il y a une façon très utile d'utiliser la main-d'œuvre, mais de se distancer, du moins, de ces tâches non productives où on fait faire à l'humain ce que la machine fait beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement. Et clairement, c'est dans cette direction-là que tout le monde s'en va. Donc, un beau graphique que je vous invite à éplucher. Dans ce cas, la grande question, que ferons-nous de nos employés? Qui seront remplacés par des robots? Parce que c'est très clair que c'est ce qui va se produire. Si vous avez compris, je ne suis pas dans le déni, je ne suis pas en train de vous dire que c'est non plus quelque chose qui va y arriver demain matin, mais ça va arriver. Il y a un petit blitz, un petit mix-up là. En fait, sur la slide, ce qui est écrit, c'est on va innover. C'est ça la réponse à la question. En fait, l'innovation, c'est de la créativité, c'est de faire appel à ce que l'humain fait bien. Donc, c'est créer, imaginer, ressentir, comprendre le flou, être empathique. Donc, c'est de remettre, puis pour toutes ces raisons-là, pour cette grande raison-là, moi, ce que j'appelle transformation digitale aujourd'hui, c'est la plus belle opportunité de l'humanité, selon moi. On arrête de faire des tâches plates, répétitives, où on ne se sert pas de notre intelligence, de notre cerveau, et on met justement l'humain au premier plan dans ce qu'il sait faire de mieux, plutôt que de concurrencer une machine qui, elle, travaille 24 heures sur 24 s'il faut, et fait de façon parfaite ou à peu près la même tâche indéfiniment ou infiniment. Euh, on se trouve à avoir cette innovation-là à la portée de nos employés. Donc, on peut les mettre dans une posture où on en fait des docteurs d'usine, où on en fait des gens qui vont travailler en collaboration avec la machine, mais pas justement dans un contexte où on va perdre nos employés, tant et aussi longtemps qu'on commence à les transformer, qu'on les amène là le plus rapidement possible. Et ça, encore une fois, c'est le devoir de nos entreprises d'amorcer cette transition-là. Donc, je le disais, il n'y a pas que les technologies. Soucions-nous de nos gens, soucions-nous de nos employés. Puis commencer à faire un virage aussi au niveau, si ce n'est pas déjà fait, que j'avais quand même 65% des entreprises qui ont débuté leur transformation digitale. Avez-vous oublié, moi, ma question pour vous, c'est avez-vous oublié la culture d'entreprise? Si votre culture d'entreprise n'était pas digitale du tout, et que vous voulez vous faciliter la gestion de changement, même s'il en faut, c'est hyper important. N'oubliez pas votre culture, travaillez aussi sur la culture d'innovation, qui devrait et qui doit être une culture d'innovation technologique de plus en plus. Donc, on veut travailler et on veut commencer à clouer les clous de cette innovation technologique au fur et à mesure que vous avancez. Donc, concrètement, comment on attrape ce défi-là? Je ne vais pas vous dire transformer et commencer la transition de la main-d'œuvre, de votre main-d'œuvre. Quelques éléments. C'est des pistes de réflexion que vous pouvez prendre, mais surtout que vous pouvez mettre en application. Proposer une démarche d'innovation en continu pour tous les employés de l'entreprise en requalifiant la main-d'œuvre actuelle aux besoins. Donc, mettez-la en charge de certains pôles d'innovation, puis assurez-vous que ces gens-là deviennent les moteurs de l'innovation de l'entreprise. Ils connaissent mieux que vous, en bien des cas, les tâches qu'ils font et sont très à même de faire de l'innovation par eux-mêmes. Donc, de regrouper et de mettre des projets dans les mains de vos employés dès le début, progressivement, ça fait en sorte que ces employés s'approprient cette innovation et deviennent les prochains porteurs, projets, chargés de projet de vos futurs projets d'innovation. Donc, ça rentre dans l'équation de transformation de vos employés. Faire évoluer l'entreprise et les politiques de celle-ci afin de promouvoir l'entreprise innovante. Il faut que l'innovation transcende le business. C'est compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai sursauté là, quand encore une fois, l'article d'hier me dit 2 PME sur 3 tournent le dos à l'innovation. Faut continuer de la sensibilisation, c'est primordial.
Considérez la technologie, l'intelligence artificielle, les robots mobiles, collaboration virtuelle, etc. là. Tout ce que vous avez, que vous voyez comme techno, comme le principal moteur de changement de vos entreprises. Euh, il y a plein de choses qui ont des impacts, mais aujourd'hui, la vraie course contre la montre, elle est technologique. Rééquilibrer le ratio main-d'œuvre dans les entreprises pour se concentrer sur la collaboration des éditeurs entre la technologie et l'humain. On va devenir des chefs d'orchestre. En fait, les employés dans vos organisations vont devenir de grands chefs d'orchestre technologiques. Donc, il faut qu'ils soient à l'aise avec les technos. Il faut qu'ils soient très conscients que leur rôle va être un rôle, justement, de collaboration technologique. Travailler à renforcer les compétences humaines. Donc, on ramène l'humain au premier plan. J'aime ça le temps, selon moi. Donc, tout ce qui est créativité, gestion du flou, l'empathie, l'éthique, et bien sûr, souligner là 3 fois les compétences numériques. On arrive à intégrer dans une entreprise. On va finalement, on va avoir des départements de ressources humaines qui vont arrêter de brasser du papier puis de faire, de remplir des formulaires à la main ou de classer des CV. Non, non, on veut que ces départements-là de ressources humaines s'occupent de nos gens et de nos employés à temps plein plutôt que de faire des tâches qui n'ont clairement pas de valeur ajoutée. Donc, c'est aussi ces réflexions-là qu'on doit rentrer dans nos réflexes d'entreprise. Le syndrome de la pensée magique, ce que vous m'entendez, puis peut-être que je sonne un peu comme ça, fait que je le souligne 2 fois. Il faut faire attention. L'innovation, c'est pas magique. Donc, l'innovation n'est pas quelque chose qu'on commande et qui, à la demande, on innove là, parce que c'était à notre agenda, on a la bonne idée, puis on a exactement le bon plan d'innovation, transformation digitale, peu importe comment vous l'appelez. En fait, il faut que ce soit clairement un processus structuré. Sinon, le risque de ce que moi j'appelle le trip technologique, là, ou l'idée du siècle, je sais, est très grand. En fait. Donc, il y a trop grandes chances de tomber dans ce piège-là parce que vous avez vu des robots, vous êtes allé dans un show, il y en a un super où nous on va, si vous voulez d'ailleurs, si vous avez 10 000 off, c'est à peu près ça que ça coûte, à dépenser, mais à bien dépenser, aller à Hanover Messe. Il y a le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le MEI, qui a une mission commerciale, qui est une mission justement pour montrer à nos entreprises du Québec comment ça va vite ailleurs. Et c'est en Allemagne, vous avez sûrement peut-être déjà entendu, c'est donc Hanover Messe en avril prochain. Inscrivez-vous. Nous, on va y être, on est là pas mal à chaque année. Vous allez voir que dans toutes les industries, ça va à une vitesse de fou. Et le trait technologique, là, il est super dangereux parce que vous allez découvrir des robots, des patentes. Vous allez revenir de là avec probablement plein de nouvelles technos en tête. Mais si vous ne faites pas l'exercice très structuré de dire on veut résoudre quelle problématique, associée à quel objectif d'affaires, et est-ce qu'on est en train de s'attaquer à nos processus critiques, est-ce qu'on veut de la croissance, est-ce qu'on veut plus de profit, est-ce qu'on veut de la diversification, marché, produit, tout ça impacte et vient clairement linké avec la façon dont vous allez prioriser chacun de vos projets en innovation. Donc, de ne pas vous garrocher, de ne pas vous pitcher tout trop vite dans le projet purement et simplement technologique. De plus, bon, il est essentiel de mettre en place un contexte et des conditions de succès, on en a parlé un peu tantôt. Prendre le temps, vos employés, il faut qu'ils l'absorbent, votre entreprise, votre organisation doit avoir le temps d'absorber cette innovation-là. Au-delà de la table de ping-pong, quand on parle de culture d'entreprise innovante, on a souvent cette idée de la table de ping-pong qui est commune et qui représente bien le modèle, là, donc les Google de ce monde et autres. Oui, mais êtes-vous vraiment prêt à jouer le jeu? Donc, la table de ping-pong, peu importe ce que vous mettez en place, chez nous, on est une boîte de pure techno, fait qu'on est un peu l'extrême de ça. Oui, on a une table de ping-pong, oui, on a une table de baby-foot, etc. Puis un environnement de travail très propice pour les programmeurs et les gens en intelligence artificielle qui fait partie de notre industrie. C'est un peu l'ADN d'une industrie très techno. Maintenant, chez vous, si vous allez dans cette direction-là et que vous changez votre culture, que vous pivotez votre culture pour en mettre une saveur ou, je dirais, transformer aussi votre culture d'entreprise avec une saveur plus innovante, plus orientée vers l'innovation, avec des aires de travail ouvertes, etc. Tout ça, c'est génial, mais il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Il ne faut pas penser que la table de ping-pong, sans donner la liberté aux gens, va avoir un impact et va changer vos gens. Il faut clairement donner le luxe de dire que si on met ces trucs-là à disposition chez nous, vous avez, c'est des images de nos bureaux.
il y a de la bière, par exemple. Donc, il y a littéralement de la bière en fût en permanence au bureau, disponible. La règle, je vous le donne en mille, c'est qu'il n'y en a pas, sauf une seule, c'est surpassé. Dans le fond, ce qu'on demande à nos gens, c'est, bien évidemment, s'ils prennent un coup le matin, on sera pas d'accord, mais on, on a, on a une seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et on se fie sur le fait d'avoir des gens qui sont professionnels et responsables, non seulement pour livrer leur projet, mais aussi pour faire et prendre des décisions responsables dans un environnement où ils pourraient passer la journée à jouer et ils pourraient prendre un coup, encore une fois, le matin. Donc, s'ils respectent par contre les règles qui sont non écrites, qui disent surpasse-toi, tu livres un projet la veille à 3 heures du matin, si on voit quelqu'un prendre une bière à 8 heures le matin, forcément, il ne s'est peut-être pas couché de la nuit, il a peut-être pris osé un projet durant la nuit. Ce qu'on n'encourage pas, ça, dit en passant. Si c'est ça qui arrive, on donne et ils ont notre confiance totale et entière pour prendre ces bonnes décisions-là. Donc, la game, en fait, aujourd'hui, je pense qu'elle est beaucoup là. Les entreprises qui se mettent dans une posture d'innovation réelle et pour vrai. La bière est un peu extrême, encore une fois, c'est un peu propre à notre industrie, mais d'aller de l'avant dans des environnements ou dans des espaces de bureau que vous mettez à la disposition de vos employés pour innover, ça veut aussi dire que vous ne voulez pas les monitorer, savoir qui est dans la salle, qui n'est pas dans la salle. Donc, vous mettez en place les bonnes règles pour donner place à l'innovation. Pas juste une place avec des poufs et une télé avec un peu de couleur pour changer la donne. Ça ne changera rien pendant tout si vous n'allez pas jusqu'au bout de la démarche. La hiérarchie parfaite existe-t-elle? Une grande, grande question. Souvent, on s'est fait approcher et on se faisait dire, pour devenir une entreprise innovante, on devrait faire des organisations flat, pas de hiérarchie, etc. En fait, à cette question-là, moi, je dis, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. La seule, c'est que dans votre entreprise, vous avez une histoire, il y a une culture qui persiste et qui, bien évidemment, rentre en ligne de compte. Donc, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir toujours la meilleure idée qui l'emporte. Peu importe la structure hiérarchique, peu importe comment vous êtes structuré. Et il ne faut jamais oublier l'humain dans ça. Les organisations flat là, qui ont essayé, il y en a plein qui ont essayé, il y a Google qui a essayé puis qui a finalement retiré ça. Donc, il y a plusieurs noms. Il y a Project Based Organization, il y a Flat Organization, vous avez quelques noms. Là. Il y a même Flatarchy qui est un autre nom. Peu importe comment vous l'appelez, n'oubliez jamais que l'employé, peu importe son bagage, ses études, a besoin de se référer à un patron, à une hiérarchie plus ou moins formelle, mais pour se rassurer, pour se confier, pour ventiler, pour toutes ces raisons-là, toutes ces bonnes raisons-là. Donc, de mettre complètement à plat les hiérarchies, sous prétexte qu'on veut innover puis qu'on veut être l'entreprise ouverte avec des bureaux ouverts, des aires ouvertes, etc., etc. Moi, je pense qu'on mélange quelques concepts. Mais je vous laisse faire vos tests. Célébrer l'échec, je dis célébrez-le vraiment. Là. Donc, ça, c'est l'autre bout. C'est que, puis il y a des beaux exemples, là, je vous en mets quelques citations que vous pourrez relire, mais euh, Jeff Bezos, qui est quand même Amazon, qui lui a toujours appliqué ça. Il disait cependant quelques bons succès qu'on pense pour des dizaines de choses qui ont mal fonctionné et qui n'ont pas fonctionné. Le président de Coca-Cola, si on ne fait pas d'erreur, insiste-t-il, on ne fait pas assez d'efforts. Donc, c'est un peu ça. Elon Musk est un classique, là, mais chez Tesla, l'échec est une option. S'il n'y a pas d'échec, ce n'est pas une option, en fait, s'il n'y a pas d'échec, vous n'innovez pas assez. Donc, l'innovation est souvent et doit être généralement associée à certains échecs. Pas des trop gros, mais des échecs. L'entreprise qui n'innove pas va inévitablement décliner. À l'ère où les changements sont très rapides, le déclin euh, se fait très, très rapidement. Donc, on arrive dans des concepts qui sont des concepts où vous avez aussi ce que vous avez entendu tout à l'heure, des entreprises qui sont de plus en plus data-driven. On veut mettre en place des structures organisationnelles d'innovation qui vont vous permettre d'innover, mais les entreprises qui innovent correctement prennent des décisions éclairées, ne vont pas nécessairement, justement, de façon complètement déstructurée, surtout pas, mais ne vont pas dans toutes les directions. Et comment on peut s'y prendre? C'est, entre autres, de faire en sorte d'utiliser les données que vous avez dans votre organisation, dans votre entreprise, pour en faire ce qu'on va appeler une data-driven company ou une entreprise gérée par les données. Donc, vous prenez des décisions et vous innovez en fonction de toutes les données que vous avez disponibles dans votre entreprise. Ça implique quoi? Très lié, c'est que Data-Driven Company égale aussi Data-Driven Workforce. Vous avez besoin d'avoir des employés qui comprennent la valeur des données, qui comprennent le potentiel de ces données-là.
Il y a quelques citations. Le fun, l'objectif est de transformer des données en information et l'information en intelligence artificielle. Une de celles que j'aime beaucoup, c'est si nous avons des données, fions-nous aux données. Si nous n'avons que des opinions, fions-nous à la mienne. En fait, donc, c'est le président de Netscape qui disait ça. Il disait que si vous voulez le convaincre, amenez-y des données, parce que sinon c'est la sienne qui va primer. Deux citations, deux quotes en fait que j'aime beaucoup. La thèse de New Oil fait référence encore une fois aux données et à l'importance des données que vous avez dans vos entreprises que vous sous-utilisez. Je dirais qu'en général, nos entreprises sous-utilisent. Mais surtout et principalement, c'est un mathématicien qui a sorti cette quote-là, il y a de ça déjà 4-5 ans. Il faisait référence au pétrole, à l'huile, donc de New Oil. Oui, parce que le pétrole, ça a rendu riche des tonnes et des tonnes de personnes, mais aussi parce que le pétrole à l'état brut, il est presque inutilisable. Si ce n'est que je mets un baril de pétrole dans la salle, vous allez pouvoir mettre le feu dedans. Oui. Mais à part ça, il faut le raffiner, il faut le travailler, il faut clairement faire beaucoup de transformation de ce pétrole pour en mettre de l'essence dans votre voiture, en arriver à du plastique, en arriver à toute la gamme de produits que le pétrole peut produire. Donc, c'est de dire que le data brut n'est pas, ou en tout cas très, très rarement utilisable tel quel. Donc, il faut prendre en considération qu'il y a un processus de transformation des données, de travail et de mise en place d'une infrastructure de gestion des données, ce qu'on appelle du bon vieux labeling de données. Vous savez, si on a déjà entendu étiquetage de données en français. Et toutes ces étapes-là, si vous les oubliez ou si vous ne les considérez pas, vous allez avoir des données, souvent on se fait appeler, on a des tonnes et des tonnes de données. Good, good, good. Mais après, quand on creuse un peu, on se rend compte que les données que les gens ont sont malheureusement dans un piètre état et il faut repartir avec une meilleure organisation, une structure de sauvegarde des données, bien évidemment d'identification et de tout ça. Donc, un vrai processus de gestion des données. La deuxième, puis j'accélère parce que le temps file, mais Data is the new oil, pardon, AI is the new electricity fait référence à la crise qui est arrivée au début des années 1900. On parle maintenant de l'intelligence artificielle comme de la révolution de l'électricité. Il y a de ça plus de 100 ans. Quand l'électricité est arrivée, à l'époque, tout roulait au charbon. Et sur un horizon temporel d'à peu près 40 ans, l'entièreté, à l'échelle planétaire, l'entièreté des modèles d'affaires et de tout ce qui, à l'époque, se faisait à force de l'énergie à vapeur, hein, parce que le charbon, ça chauffait de l'eau qui, avec la vapeur, entraînait un moteur ou autre chose, donc un bateau, une usine, tout fonctionnait avec ça. Des lampes à l'huile, donc dans les maisons aussi, ça impactait tout. Et du jour au lendemain, on a de l'électricité à la demande. Donc, sur un horizon temporel de 40 ans, tout a flippé. On compare l'intelligence artificielle à ça. En fait, et je pense que c'est très juste comme comparaison, on se trouve à avoir une seule grosse différence, c'est qu'on parle d'un horizon temporel de 20 ans versus 40. Donc, ça va juste aller beaucoup plus vite. Donc, le retard qu'on a, malheureusement, il ne va pas s'améliorer. 55%, c'est une statistique qui date de cette année, qui a été sortie par PwC, Deloitte et McKinsey, tout le monde s'entendait pas mal là-dessus. 55%, c'est canadien. Donc, 55% des activités humaines dans le secteur manufacturier peuvent être automatisées. Peuvent être automatisées. Ça veut pas dire qu'il faut automatiser. Rappelez-vous du début, il faut choisir les endroits, où est-ce qu'on commence, il faut aller à la bonne vitesse, il faut choisir par où on l'attrape, notre transformation digitale, sans dire on digitalise tout. À terme, peut-être. Tout de suite, il faut y aller par étapes. Qu'est-ce qui va arriver à l'avenir? Ben, différentes choses. Vous allez avoir des Tesla qui vont continuer de débouler. Tesla, c'est génial, on en parle tout le temps, mais Elon Musk, il a complètement chamboulé le monde de l'automobile. Donc, pour lui, un inventaire d'automobile, il n'y en a pas. Vous commandez votre Tesla, il va la produire. La voiture électrique qui n'était pas biaisée par les magnats du pétrole et tout leur lobby. Donc, la voiture électrique, pour lui, c'est un no-brainer. C'est ce qui fait en sorte qu'on a plus de 70 modèles de voitures électriques dans les concessionnaires aujourd'hui. Donc, il y en a qui, comme Amazon, bien évidemment, je vous en donne des faciles, comme Uber, qui vont ils vont faire de la disruption, enfin ils vont venir mettre des technologies qu'on va appeler des technologies de rupture et de l'innovation de rupture dans des modèles d'affaires. Donc ça, c'est génial. Puis on a des beaux modèles Airbnb avec le plus gros chiffre d'affaires mondial en location de chambre, avec 0$ en real estate, en immeuble. Des moins connus que j'aime amener tout le temps pour vous déstabiliser un peu. Doctolib, qui est en France, une start-up française qui a levé 150 millions d'euros il y a 6 mois, fait quand même une belle start-up.
qui propose une plateforme où vous êtes capable de prendre un rendez-vous avec un médecin spécialiste en ligne. Vous avez un compte chez Doctolib. Vous n'avez plus besoin d'aller voir votre médecin généraliste pour lui dire ouais, j'ai mal aux yeux. Puis le médecin généraliste va vous donner une consulte qui va dire ben là, vous avez le droit d'aller voir un ophtalmo. Tout ça, donc réduire la chaîne d'approvisionnement de l'accès entre le patient et le médecin. Donc, c'est une plateforme qui marche super bien et qui est en train de, bien évidemment, faire des petits partout en Europe. Une dernière qui est Lemonade. Lemonade, c'est une compagnie où deux jeunes aux États-Unis, il y a 5 ans, maintenant bientôt 6, ont starté, ils se sont dit pour nous, l'industrie de l'assurance est une industrie archaïque qu'on veut changer. Et ils ont mis en ligne un système qui, en fait, une approche et non seulement une application d'abord. Donc, quand vous êtes client de Lemonade, vous utilisez votre cellulaire sur lequel vous avez installé l'application et cette application-là vous permet de faire votre réclamation. Donc, vous faites votre réclamation via l'application et c'est 1 an après leur lancement qu'ils ont battu le record mondial de la réclamation remboursée le plus rapidement au monde, qui était en deçà d'une minute. C'est un monsieur dans l'Ouest canadien qui s'était fait voler son coat, son anorak, et il s'est enregistré sur son téléphone, il dit bonjour, je m'appelle un tel, monsieur un tel, et je me suis fait voler mon canuc rouge que j'ai payé 800 $, que j'ai acheté il y a 3 semaines, puis il envoie sa vidéo. Moins d'une minute plus tard, l'argent était revenu dans son compte de banque. Comment ils ont fait? Quand on parle de disruption, il y a plein d'exemples comme ça. Moi, je vous invite à chercher dans votre modèle d'affaires à vous. Donc, les gars de Lemonade, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés dans les cours de justice américaines, où les vidéos des cours de justice américaines sont disponibles gratuitement et libres de droit. Et ils ont pris les vidéos de coupables, ils ont pris les faces des coupables, ils ont enregistré, ils ont plutôt entraîné un algorithme à reconnaître la face d'un coupable. Ils se sont tournés de bord, ils ont pris les faces de non-coupables et ils ont entraîné un algorithme à reconnaître la face de non-coupable. Donc, ils ont mis en ligne sur leur application un des plus puissants détecteurs de mensonges à ce jour, connu et utilisé dans le commerce. Ce que vous faites en fait quand vous envoyez votre vidéo, c'est que vous leur donnez rapidement l'indication si vous dites la vérité ou non. Donc, ils vous remboursent. Donc, ils s'évitent d'avoir une armée d'actuaires. Il y en a quelques-uns, c'est sûr, mais ils s'évitent d'avoir une armée de gens, autant pour le service à la clientèle, pour gérer les fraudes, que pour tout le reste du processus. Et ils ont aujourd'hui tout près de 4 du marché des États-Unis d'Amérique dans l'assurance de dommages. On parle de milliards de dollars ici. Et ils étaient 55 employés, ils doivent être peut-être 65 aujourd'hui. Donc, quand on compare avec nos entreprises du monde de l'assurance traditionnelle qu'on connaît, la majorité se dit, tabarouette de merde, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? C'est comme ça qu'on parle avec des clients qu'on a chez nous et qui sont dans le domaine de l'assurance. Donc, on n'a pas le choix. Ces innovations de rupture-là arrivent dans plein de modèles d'affaires et chamboulent littéralement les façons de faire et la façon dont les entreprises vont littéralement opérer demain. Donc, la recommandation, c'est de mettre l'innovation de rupture au centre de vos stratégies d'entreprise, en faisant quoi? Au moins en faisant un point dans votre planif stratégique annuel, parler de l'innovation de rupture. Regardez quelle est l'entreprise ou quels sont les deux jeunes là, qui vont arriver avec une idée folle qui peuvent vous faire mal, tout comme l'électricité est arrivée il y a 100 ans, puis qui a fait à peu près la même chose. Aujourd'hui, c'est un choix, une conséquence, puis je termine sur ça. Toute cette transformation-là est en route, que vous le vouliez ou non. Puis clairement, plus vite vous embarquez dans le train, plus vite nos entreprises embarquent, là, plus on a de chances que notre économie se porte bien. Le vrai danger, le vrai enjeu, je vous le donne en mille, tant qu'à moi, une des raisons pourquoi nos entreprises embarquent si peu ou pas assez vite, c'est probablement, pour avoir parlé avec beaucoup, on se regarde encore très, très localement et on pense encore que notre concurrence, elle est très locale. Je suis un gars du Lac-Saint-Jean, puis c'est pareil, là, Lac-Saint-Jean, Saguenay, c'est toujours la bonne vieille rivalité, Québec-Montréal. En fait, on s'en fout de cette concurrence-là qui est saine. La problématique, c'est que des entreprises étrangères qui ont déjà intégré des technologies complètement flyées et qui vont déjà beaucoup plus vite et qui parlent d'usines où la presque totalité des opérations sont robotisées ou automatisées, arrivent chez nous et achètent des entreprises et injectent dans nos entreprises bien de chez nous, devenues propriétés étrangères, des technologies qu'on n'a jamais vues venir et qui, du jour au lendemain, viennent de créer une entreprise qui, là, a une longueur d'avance presque impossible à rattraper pour nos entreprises, encore une fois, locales. Et ces entreprises étrangères-là viennent prendre des parts de marché dans notre pays, chez nous. Donc, pour la protection de nos entreprises chez nous, pour moi, c'est de dire, il faut arrêter de se regarder localement, il faut commencer rapidement à voir qu'à l'échelle mondiale, ça va super vite.
Là, j'ai le e-book, on va vous envoyer le lien, lisez-le. L'intelligence artificielle, seulement un buzzword dans votre processus de transformation digitale. Je l'ai écrit dans un voyage de pêche où ça mordait pas, vous allez voir, c'est un 4000 mots bien attaché où je pense que toutes les idées que je vous ai partagées en parlant super vite à midi, je vous les mets dans des mots que vous lirez moins vite que ça. Et avec les do and don'ts, là, donc les quoi faire, ne pas faire, les one-two steps à respecter et quelques pièges à éviter, bien évidemment. Il y a une formation offerte qui est l'intelligence artificielle au service de vos objectifs d'affaires que j'offre via Technologia m'invite comme formateur pour donner cette formation-là. Ça vous intéresse, ça vient décortiquer justement comment on l'attrape, puis pourquoi l'intelligence artificielle plus qu'une autre techno. Puis des fois, l'intelligence artificielle, dans certains cas, c'est pas du tout la bonne solution, puis c'est important de le savoir aussi. Et je suis déjà rendu aux questions, mais il me reste une dizaine de minutes. Je vais aller voir les questions qui m'ont été envoyées. Donc, dans l'onglet animateur, on va pouvoir vous envoyer le lien pour les graphiques. On m'a demandé ça. Ça, c'est pas un problème. Puis, les questions n'apparaissent pas dans la fenêtre qu'on me mentionne. Sinon, le temps qu'on m'envoie les questions, parce qu'ils sont en train de les taper, les transférer surtout. Les bons exemples que vous avez en tête, puis quand on avait le 65% aujourd'hui d'innovation, en fait, d'entreprises qui sont connectées ou de gens qui sont connectés, qui ont amorcé votre transformation digitale, je l'ai dit tout à l'heure, essayez de vous faire un plan qui va être raisonnable au niveau de la vitesse à laquelle vous allez faire votre transformation et tombez pas dans un autre piège qui est assez commun aussi, c'est de vous faire un plan de transformation digitale sur 3, 4, 5 ans en pensant que vous avez une boule de cristal, meilleure que la mienne peut-être, sur quelles seront les technologies qui vont être disponibles dans 3, 4, 5 ans. En fait, c'est pas vrai. C'est pas possible de faire ça. C'est pour ça que dans vos transformations digitales, pensez très court terme. Pensez à vos projets et amorcez vos projets 0,6 mois, 0,1 an. Et faites vraiment cette transformation-là de façon itérative. Parce que, encore une fois, les technologies évoluent tellement vite que dans 3 ans, vous ne savez pas ce qui va être disponible. Vous ne savez pas quelle technologie vous allez finalement peut-être utiliser. Puis en même temps, la repriorisation de votre plan de transformation va se faire en cours de route aussi. Donc, de faire des trop longues shots, c'est rarement gagnant. Et j'ai une question. Le gouvernement du Québec a lancé sa stratégie de transformation numérique en juin dernier. Quelle serait une principale recommandation pour les gestionnaires de la fonction publique qui devront contribuer? Moi, je dirais qui devront contribuer à cette transformation dans le secteur public très particulièrement différent du privé. Moi, je vous dirais, tous ceux qui sont dans le public, dans le domaine public, foncez tête baissée et je sais que c'est pas simple dans le public mais il faut que le monde du public brasse un peu la cage. En fait, il y a des très belles orientations qui ont été données, qui sont géniales selon moi. Donc, autant les orientations vers le cloud, qui sont des initiatives qui vont démarrer pour le public également. D'ailleurs, les entreprises privées qui se demandent si le cloud c'est safe, même nos gouvernements ont admis que c'est safe. Là. Fait qu'on arrêter de se poser la question, s'il vous plaît. La NASA est dans le cloud depuis des années aller vers le cloud et arrêter de soutenir et de maintenir des infrastructures, software et surtout serveurs chez vous à gros prix, à fort prix pour rien. Ça, c'est une première affaire. Donc, allez au niveau du gouvernement, trouvez-vous la même affaire. Trouvez-vous des bons porteurs de ballon, que je disais tout à l'heure, et des bons porteurs de dossiers pour aider votre transformation digitale. Puis, dans tout le graphique où il y avait des emplois qui étaient transformés, je ne ferai pas de cachette, là, il y aura des emplois qui vont engendrer des pertes d'emplois tous les employés qui n'accepteront pas de se transformer, forcément, il y aura des conséquences, des victimes, on peut dire. Mais ces gens-là, si on continue de vouloir les protéger, les conserver, même si vous aimez votre caissière, là, moi, je vis au lac Beauport, en banlieue de Québec, puis je trouve qu'ils sont super gentils, là, au IGA. Mais à terme, on n'aide rien, on n'aide pas notre économie, ni nos entreprises à protéger ces emplois-là. Donc, en transformation, si on accompagne les gens qui veulent bien se transformer,
et transitionner, mais on ne va pas sauver tout le monde. C'est un peu ça que je veux dire. Et c'est pareil au gouvernement. Bonjour, quels sont les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale? Mon Dieu, moi je vous dirais tous les secteurs. Le secteur manufacturier mange une grosse claque de ce temps-ci parce qu'il y a il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire, mais il n'y a pas de secteur qui est épargné tant que ça. J'avais, je donnais justement une formation à l'Ordre des ingénieurs un matin, puis on se trouve à avoir des gens qui arrivent de la Chine, puis qui nous parlaient de comment ça va vite là-bas. En fait, on n'a pas idée jusqu'à quel point ça va vite en Chine. Le retard du Québec est connu. Il y a eu une belle étude qui est sortie du Conference Board où on dit qu'on a au Québec, les chiffres exacts, je les ai plus exacts, mais on est dans le 25 à 30 d'automatisation au Québec. Au Canada, c'est une moyenne de 30 quelques pourcents. Aux États-Unis, ils se rapprochent de 45 ils sont aussi en retard et ils le savent, ils se considèrent en retard. Alors qu'en Allemagne, ils sont à 70-75 et en Europe, ils sont dans les eaux de 60-70 d'automatisation. En Asie et en Chine surtout, ils n'en parlent même plus. Plus personne ne veut donner de chiffres parce que ça fait trop peur. Donc, ils savent très bien que ça va extrêmement vite et c'est dans à peu près tous les domaines d'activité. Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes barrières à l'entrée pour aider à protéger nos économies, mais ça ne va pas durer longtemps. Comme je vous disais, nous, on travaille avec des super de vos clients, puis Pomerleau est un client chez nous. Donc, des gros joueurs qui ont compris cette game-là, puis the name of the game, le jour où on a un Pomerleau qui se fait acheter par une entreprise chinoise dans le domaine de la construction, je ne sais pas où on va aller, une société, mais ça ne va pas super bien aller, puis on va laisser continuer. On ne peut pas laisser aller nos fleurons comme ça, nos plus belles entreprises, dans les mains étrangères. Avez-vous des exemples de méthodes de gestion innovantes en continu? En fait, il y en a plein. Moi, je dirais d'appliquer les bons vieux principes puis de le coller. Les méthodes de gestion traditionnelles s'appliquent en innovation. Donc, ce n'est pas de réinventer la roue. Quand je dis innovation en continu, nous, on est très collé dans tout ce qui est agile. Donc, la méthodologie agile marche super bien. Si ça colle à votre organisation, sinon, essayez-le à tout le monde. Mais d'avoir des sprints, donc le mode itératif, c'est ça, hein, l'approche agile. Donc, d'avoir des sprints d'une durée raisonnable qui vous permettent d'innover en continu. Je crois que la méthode agile est la meilleure. Sinon, innover avec la méthode ou avec la gestion de projet et la gestion que vous utilisez, la méthode de gestion que vous utilisez déjà chez vous, mais innover. L'important, je pense que c'est ça, et de trouver la bonne vitesse pour, encore une fois, avoir un processus en continu. Euh, et en d'autres termes, une façon d'opération en continu, c'est ce qu'on vient de dire. Les autres questions se répétaient un peu. Mais voilà, on est pile poil dans les temps. J'espère que ça vous a plu. Merci. On va vous envoyer des liens comme promis, fin de journée, début demain matin ou plus tard. Et puis, continuez votre transformation digitale. Merci.